Donc bienvenue à tous. Et puis première question, Christopher. On parle d'équilibre alimentaire, d'hygiène alimentaire. Qu'est-ce que c'est une bonne hygiène alimentaire? Tout d'abord, les premières bases. Tout à fait. C'est une question déjà qui est très légitime parce qu'aujourd'hui on entend aussi tout et son contraire. Donc c'est bien de revenir aussi aux fondamentaux. D'une manière générale, ce qu'il faut retenir dans l'alimentation, c'est qu'il faut avoir une alimentation variée. Voilà, il faut chercher trois règles. Voilà, varier. Alors avant de parler vraiment de contenu, moi je fais toujours ce petit jeu. Si vous voulez savoir si vous avez une alimentation variée sur la journée, comptez si vous avez au moins une dizaine d'aliments différents. Varié. Okay. Voilà, dizaine d'aliments, faites le petit jeu et vous comptez. Après, un équilibre alimentaire de base, voilà, c'est de manger des légumes tous les jours, c'est de manger des fruits, c'est de manger des céréales, mais plutôt des céréales complètes. Voilà, c'est de privilégier le local, c'est de privilégier le saison, tout ça parce que ça va être des aliments qui auront plus de nutriments. Voilà, les nutriments ont parfois beaucoup plus de rôle qu'un médicament. Voilà, il faut savoir des fois un nutriment c'est 300 réactions chimiques différentes dans le corps. Donc voilà, les nutriments dans l'alimentation sont très importants. Donc voilà, à base de l'alimentation aujourd'hui c'est des légumes, des fruits, des céréales complètes, des graines, des oléagineux. Et puis aussi bien sûr l'eau, on n'oublie pas, hein, voilà, c'est l'aliment le plus important. Et puis privilégier les bonnes graisses aujourd'hui et réduire le sucre. Voilà. Parlons des graisses, alors j'ai fait un article sur la page où je parle des graisses, des bonnes et des mauvaises graisses. Alors on fait souvent l'amalgame entre graisses alimentaires qu'on peut trouver dans les huiles, dans les matières grasses, dans les poissons et autres, et la graisse que le corps a, la graisse physiologique. Donc c'est vraiment pas la même chose. C'est pas parce qu'on prend une cuillère d'huile riche en graisse qu'on va faire de la graisse dans son corps. Il faut bien voir la différence entre la graisse alimentaire et les autres graisses, et c'est pas parce qu'on a une alimentation riche en graisse, parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises, qu'on va forcément être entre guillemets gras par la suite. Je sais pas si ça veut dire là-dessus. De toute façon on a la même position par rapport au gras. Le gras a été incriminé pendant de nombreuses années au détriment du sucre. Voilà, on va dire qu'il y a quelques années les études scientifiques ont fait que il y a une grosse étude qui avait été publiée et en fait le sucre l'avait remporté par rapport aux acides gras. Mais oui, aujourd'hui il ne faut pas mélanger, il y a des très très bonnes graisses dans l'alimentation et en plus pour les sportifs c'est très important aussi. Et effectivement ce qu'il faut privilégier aujourd'hui c'est les bons gras et plutôt réduire tout ce qui va être sucre ou tout ce qui va se transformer en sucre. Parce que par exemple les féculents ou les produits sucrés en excès vont se transformer en gras aussi dans le corps humain. Donc le bon gras, tu l'as dit, les huiles, l'avocat, les graines oléagineuses, si vous mangez des protéines animales, privilégiez les viandes blanches, le poisson gras, voilà, pour des bonnes graisses. Faut vraiment pas avoir peur du mot gras. On a tendance à vraiment assimiler, à dire non, je veux pas manger gras, il faut que j'élimine à fond. Et au contraire, privilégier les graisses, mais les bonnes graisses. Et Christopher en a expliqué là, dans les huiles, dans les poissons, les avocats, dans les noix aussi, je ne me trompe pas, il y en a des bonnes. Exactement. Des produits oléagineux qui sont très intéressants. Pour donner un exemple des graisses qu'il faut limiter ou enlever de son alimentation, c'est tout ce qui va être graisse transformée, donc tout ce qui va être viennoiserie, tout ce qui va être produits industriels transformés, tout ce qui va être viande rouge, beurre, fromage, voilà. Ça, c'est pas des mauvais aliments, mais c'est des gras dont il ne faut pas abuser. Voilà. Donc on a peut-être des questions. Ouais, on a une première question de Aurore. Alors je lis beaucoup que le lait doit être limité étant adulte, mais quand on aime bien ça. Alors la question du lait, Christopher. La question du lait, elle est au même titre que ma position par rapport au gras. Voilà, je suis quelqu'un qui va vous dire manger plutôt gras que du sucre, et je suis plutôt quelqu'un qui va vous dire aussi limiter les produits laitiers plutôt que d'en consommer 3 à 4 par jour. D'accord. Faut savoir qu'aussi on a réussi à faire descendre les besoins en produits laitiers à 2 par jour aussi, avec des collectifs de diététiciens, de plein de choses. Parce que, voilà. Donc le lait doit être limité si vous avez des problèmes digestifs. Voilà,
c'est aussi propre à chaque personne. Si le lait par contre vous le digérez bien et que vous en buvez un bol par jour, vous en privez pas. Mais s'il y a des troubles digestifs, le lait peut être une cause, peut être responsable, voilà. Mais pareil, tout ce qui est fromage ou crème ou tout ce qui est à base de produits laitiers de vache, cherchez quand même à les limiter, ou une fois par jour c'est suffisant. Voilà. Ok, le lait effectivement il est riche en eau, il est riche en calcium et autres, donc ça c'est des bons nutriments. Il y a du sucre, du lactose qui est intéressant. Après effectivement il y a qu'on a l'enzyme dans le corps qui permet de digérer le lait. Pas tout le monde, et la lactase exactement, elle diminue avec l'âge notamment. C'est pour ça que les enfants ils adorent le lait, mais à la fin, plus on avance dans l'âge, plus c'est difficile d'en consommer. Mais en tout cas, c'est pas un mauvais aliment, donc vous pouvez y aller, mais si on peut les limiter, le corps s'en passera tout à fait. Tout à fait. Alors je repose une autre question. Par rapport à un équilibre alimentaire sur la journée, est-ce qu'il faut favoriser plutôt un repas le matin, plutôt le soir, est-ce que le midi? On entend tout, il faut dire, on entend que le petit-déj c'est le repas le plus important, on entend que le repas du soir il faut que ça soit assez limité. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs? Par rapport aux quantités, par rapport aux différents repas de la journée, déjà il faut manger quand vous avez faim. Si vous avez faim, c'est un signal, voilà, votre corps est très intelligent, voilà, donc il va vous dire qu'il a faim. Le petit déjeuner, si le matin vous avez l'habitude d'en prendre, vous le mangez. Si vous avez l'habitude de ne pas en prendre, c'est ok aussi. C'est peut-être que votre besoin physiologique est suffisant. Donc je dirais dans tous les cas, si vous mangez au moins 2 repas dans la journée, voilà, et que ça vous apporte tous les nutriments dont vous avez besoin, ça peut être suffisant. Après, je vous prends un exemple, moi, 1m87, je fais de l'activité physique, j'ai une alimentation plus végétale, avec le moins possible de protéines animales. Je mange un petit déj, je mange un repas le midi, parfois je mange une collation l'après-midi parce que j'ai des besoins, et je mange mon repas le soir. Voilà, c'est aussi parce que moi, mon corps brûle vite. Et puis t'écoutes ton corps. Tout à fait. T'écoutes sur s'il a faim, s'il a pas faim. Moi, je prends souvent l'exemple du bébé. Le bébé, il fait que ses sensations. Quand il a faim, il pleure. Quand il n'a pas faim, il arrête de manger, il arrête de téter, il arrête de son biberon, il n'en veut plus. Donc, il fait vraiment avec ses sensations. Et avec la conjoncture actuelle, notre mode de vie, on est un peu moins en phase avec ces sensations, et donc du coup on mange parce qu'il est l'heure de manger, ou on mange parce qu'on nous a dit qu'il fallait 3 repas dans la journée, on mange parce que c'est le moment et on y va, alors qu'il faudrait plutôt raisonner sur est-ce que j'ai faim? Oui, ok, je mange. J'ai pas faim, je suis pas obligé de manger. Donc il faudrait plus raisonner comme ça. Alors après, ça engendre d'autres problèmes. Si on mange pas au moment où il faut manger, est-ce qu'après on va pouvoir avoir le temps de manger des bons nutriments et pas se jeter sur la fast-food, l'alimentation assez rapide? Ça engendre d'autres inconvénients, mais la logique du corps veut que, comme Christopher a dit, le corps est intelligent, il nous dit quand il a des besoins, il nous dit quand il en veut plus, et vaut mieux l'écouter un maximum. Ouais, mais si je peux me permettre pour rajouter, il faut savoir aussi que ce soit vous qui regardiez chez vous, toi, moi, on sait qu'aujourd'hui sur les 40-50 dernières années, l'alimentation elle a quand même été bouleversée, elle a quand même été transformée, on mange pas la même alimentation qu'en 1950, ça s'est complètement modifié, et aujourd'hui on est dans une société où on va plus, j'aime bien utiliser le terme pléthorique. Pléthorique, ça veut dire qu'on mange plus que ce qu'on aurait besoin. Et il faut savoir que le corps humain va mieux résister, on va dire, à la disette, au fait de manquer, que de devoir gérer des trop grandes quantités d'alimentation. Donc aujourd'hui, il ne faut pas avoir cette peur que si vous sautez un repas ou parce que vous ne mangez pas à l'heure que c'est prévu, de cette idée que vous allez stocker pour le lendemain. Le corps, ce qu'il faut savoir, c'est que l'équilibre ne se fait pas sur une journée. L'équilibre se fait sur plusieurs jours, sur une semaine. Donc soyez rassurés de ce côté-là. Voilà. Alors je vois qu'il y a une question sur le jeûne intermittent de 20h à 13h. Le 13h le lendemain, bonne ou mauvaise pratique? J'adore les questions sur le jeûne, ouais. Voilà. Le jeûne, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça m'accompagne depuis l'âge de 18 ans. Voilà,
en passant des jeûnes intermittents à des jeûnes de 24 heures, à des jeûnes allant jusqu'à 5 jours. Je suis allé aussi me former dans la clinique de Goryachynsk en Russie, qui est un des 2 centres, on va dire, leader international. Ouais. Voilà, Okay. il y a en Allemagne, il y a en Russie, mais il y en aura bientôt un aux États-Unis. Ok. Voilà. Le jeûne intermittent, c'est une bonne pratique. C'est une bonne pratique dans le sens où ça permet justement d'avoir cette pause digestive, ce repos intestinal, ce repos au niveau du système digestif dans cette société où généralement on mange entre les repas, on grignote et on écoute plus ses sensations. Donc le jeûne intermittent de 20h à 13h, vous êtes en fait sur 17 heures de jeûne. Et on dit que pour être dans le jeûne intermittent, c'est 16 heures de jeûne nocturne. Donc si vous mangez votre dernier repas à 20h et que vous ne remangez pas avant le lendemain midi, vous avez une fenêtre de 16 heures de jeûne nocturne et vous mangez vos repas que sur une fenêtre de 8 heures. Il y a 16 heures où vous êtes au repos et ça c'est top, voilà, pour plein de pratiques. Et je rebondis sur le jeûne, est-ce que c'est réduire donc on réduit la fenêtre du repas, ça j'ai bien compris, mais est-ce qu'on réduit la quantité? C'est-à-dire que, je sais pas, il y avait 3 repas dans la journée sur 12 heures, on le réduit sur 8, est-ce qu'il y a toujours ces 3 repas? Ou est-ce qu'on enlève un repas? Vous l'enlevez. Voilà, pour faire au plus simple, c'est juste que là, 20h, vous allez manger votre repas traditionnel, vous allez sauter le petit déjeuner, mais après le repas du midi et le repas du soir ne vont absolument pas se modifier. Okay. Vous mangez comme d'habitude. Comme d'habitude, et en plus surtout que quand vous allez jeûner, votre estomac il va avoir tendance à rétrécir aussi, donc il ne faut pas lui apporter des quantités plus grandes. Voilà, bien au contraire. Ok. C'est bien. Oui, parce qu'on a plusieurs écrans, hein, donc on essaie de vous regarder partout. Hein. N'hésitez pas à mettre des. Je sais pas si tu as lu tout. Alors là, je pense qu'on n'a pas. Ouais. Allez. Non. Je pense que ça serait apparu. Hop. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, on est là pour parler vraiment des enjeux de l'alimentation liés au sport. Hein. Voilà, donc si vous avez des interrogations par rapport à l'alimentation, tous les liens que vous pouvez faire avec l'activité physique, voilà. Alors on a abordé un peu le petit-déj, donc le petit-déj, si vous avez faim le matin, allez-y, hein, si vous n'avez pas faim, ne soyez pas un extraterrestre de ne pas en prendre, il n'y a aucun problème. Et le soir, est-ce que c'est un repas où on doit se limiter un peu parce qu'après on a une dépense énergétique réduite, ou alors on peut y aller le soir au niveau du repas? Alors ça, encore une fois, on va dire qu'il y a des contextes des fois qui vont faire que, je sais pas, si vous avez été en déplacement le midi et que vous n'avez pas mangé un repas satisfaisant, vous aurez peut-être envie de manger un peu plus en grande quantité le soir. On va juste dire que la quantité va être propre à chacun. Après, il faut garder du bon sens. Il ne faut pas avoir un repas, voilà, un repas de Noël le soir, sachant que vous allez dormir après, c'est un peu dommage. Mais de quand même garder, on va dire 2 à 3 heures de digestion avant d'aller vous coucher. Okay. Donc si vous vous couchez vers 23h minuit, vous essayez de prendre votre repas à 20h, voilà. Et après la quantité, ça dépend. Moi j'ai tendance parfois, mes quantités midi soir sont souvent pareilles, sont souvent les mêmes, voilà, parce que j'ai des besoins aussi. À titre personnel. Je suis un bon mangeur. Voilà. Par rapport à l'aspect purement physiologique, comment le corps y réagit, alors quand, je vais schématiser, c'est pour très simplifier, quand on lui donne à manger, on donne de l'énergie à son corps, le corps il utilise cette énergie et s'il n'utilise pas tout, après il va le stocker. Il va le stocker sous forme de sucre, sous forme de graisse après. Et donc le soir, la logique fait que si on lui donne de l'énergie, après on va dormir, donc on a une activité physique moindre et une activité physique du corps très, très faible, donc du coup il n'a peut-être pas besoin de toute cette énergie. Donc effectivement le soir, faut pas faire un repas de Noël comme Christopher dit, parce que le corps n'a pas besoin de toute cette énergie et puis surtout qu'il va mettre du temps à digérer et donc du coup le sommeil sera pas forcément de qualité par la suite. Alors je vois qu'on a une question qui est de nouveau sur le jeûne. Comment bien calculer le nombre de calories nécessaires par jour dans le cadre d'une perte de poids? Alors rien à voir, c'est pas du tout le jeûne, mais c'est le calcul des calories par rapport à une perte de poids.
Alors, je vais peut-être en dérouter certains, mais voilà, moi je fais partie des diététiciens nutritionnistes, voilà, qui évitent de trop mettre en avant les calories, les grammages. Moi je me rends compte que dans la pratique, quand on parle calories et qu'on dit des grammages à nos patients, on les perd. Puis c'est aussi que l'alimentation, ça doit pas être une pesée quotidienne de sa ration de légumes, de sa ration de légumes secs, de la quantité de sucre ou de connaître le nombre de calories dans chaque... parce qu'il y a des calories qui sont de très bonne qualité et il y a d'autres calories qui sont de très mauvaise qualité. Donc c'est pas la calorie qu'on recherche, c'est plutôt l'aspect qualitatif de votre alimentation qui est important. Et dans le cadre d'une perte de poids, il faut juste rester sur des quantités, on va dire, adaptées, raisonnables à vous. Mais si je devais donner des petites astuces en termes de perte de poids, les aliments dont il faut faire attention, c'est tout ce qui va être aliments raffinés, donc tout ce qui est à base de farine blanche, pain blanc, pâte blanche, riz blanc, tout ce qui va se transformer en sucre dans votre organisme. Le sucre, il faut faire attention. On a parlé des graisses tout à l'heure, donc il faut privilégier les bonnes graisses aux mauvaises. Et puis, vous allez faire attention aux quantités de sucre et d'alcool. Voilà. Mais vous n'allez pas aller calculer les calories, vous allez plutôt chercher à diversifier votre assiette, avoir des légumes, varier vos protéines, varier des céréales complètes ou semi-complètes et pourquoi pas associer le jeûne intermittent dans le cas d'une perte de poids. Moi c'est ce que je fais beaucoup avec mes patients, j'associe la nutrition au jeûne intermittent. C'est trop bien. Dans une optique de perte de poids, je vais encore schématiser, mais j'aime bien mettre faciliter un peu la compréhension. Le poids, c'est un équilibre entre des apports et des dépenses. Donc les apports, c'est tout ce que l'on mange, et les dépenses, c'est l'activité que le corps peut avoir. Donc là, on est debout, on fait une activité physique, on parle, on bouge, on respire, le cœur il bat, etc. Donc ça, c'est l'activité. Donc on fait l'activité tout le temps. Et en gros, si vous avez plus d'apports que votre corps y dépense, on va stocker. Si on limite un peu, donc la balance va prendre du poids. Si à l'inverse, on est plutôt à réduire un peu ses apports alimentaires, son énergie, et on dépense un peu plus, là, on va être plutôt sur une tendance à une balance qui va plutôt perdre un peu de poids. Donc, dans une optique de perte de poids, on peut limiter un peu les quantités, ça peut être que bénéfique pour votre corps. Et après, raisonner en sensation, c'est-à-dire que vous réduisez un peu vos apports. Si la journée elle se passe nickel, c'est que vous aviez apporté suffisamment. Et après, vous pouvez pousser à baisser encore un petit peu si besoin. Mais faites-le en ressenti. Faites-le vraiment en ressenti. C'est très bien. C'est très très bien. Je regardais s'il n'y avait pas d'autres questions. Il faut des coucous. Alors, moi j'ai dans ma pratique de coach, j'entends souvent les dire je fais attention à mon alimentation, je prends des produits laitiers, des produits pas laitiers pardon, allégés, light. Donc voilà, je fais attention mais pourtant je perds pas du poids. Donc on a souvent un peu cette question-là ou cette remarque-là. Qu'est-ce que tu en penses des produits laitiers light, pardon, excusez-moi, light ou allégés? C'est ok. Mais en fait, on en revient aux mêmes conversations que tout à l'heure, c'est qu'en fait, les produits light sont pas des produits qui font perdre du poids parce que c'est pas le gras qui fait plus prendre de poids, on en reparle, c'est tout ce qui va être sucre, c'est tout ce qui va être féculent qui va se transformer en sucre. Donc, quand c'est et en plus, les protéines, les matières grasses laitières, il y a plein d'études sur le sujet et voilà, quitte à manger des yaourts, autant manger des yaourts au lait traditionnel que d'aller taper dans des produits light. Voilà, c'est plutôt le sucre sur lequel vous devez être vigilant, et tout ce qui est aliments raffinés, industriels, vous verrez qu'à ce moment-là, au niveau de la perte de poids, il y aura déjà plus de résultats qu'avec les produits light. Voilà. Donc non aux produits light. Oui, non, et puis il n'y a aucune étude qui montre qu'on perd du poids avec des produits light, c'est purement commercial. Oui, il peut y avoir des cas spécifiques, peut-être avec des pathologies particulières où il faudrait faire attention à certaines matières grasses. Voilà, donc on peut recommander à une population spécifique, mais pour monsieur et madame tout le monde, personne lambda, c'est pas nécessaire. Faites-vous plaisir avec des produits goûteux, avec du goût qui vous donne plaisir, parce que l'alimentation reste un plaisir. Ça doit rester gourmand. Et, par contre, limitez la quantité si vous êtes un peu un gourmand. Ouais. Alors, je vois pas d'autres... pardon, en fait, il y a plein de questions, on les avait pas vues.
Pardon. Alors, il y a 2 questions. Mieux vaut consommer les légumes cuits ou crus quand on aime les deux, ou peu importe quel légume a la même qualité nutritionnelle. Alors nous, tout simplement, chez les diététiciens, on recommande à chaque repas un légume cru et un légume cuit, pour plusieurs raisons. Parce que des fois les légumes cuits sont mieux digérés, et parce que les légumes crus vont aussi apporter des vitamines que vous pourriez perdre à la cuisson aussi. Donc le fait de cuire, ça rend les fibres des légumes plus digestes, donc c'est intéressant quand on a des intestins fragiles par exemple. Mais les légumes crus sont là aussi pour garantir les nutriments en tout cas que les végétaux modernes peuvent nous apporter. Donc cru et cuit à chaque repas. Et voilà, j'ai été plutôt clair sur la qualité nutritionnelle. Voilà. Après, il faut privilégier les légumes locaux et de saison, voilà, si vous voulez des légumes qui ont quand même une teneur nutritionnelle intéressante. Voilà. Puis une petite pensée pour la planète aussi. Hein. Oui, on va aller chercher autour, mieux c'est. Hein. C'est ça. Puis moi, je parle d'alimentation durable parce que c'est une alimentation qui est saine, c'est une alimentation qui va respecter l'environnement. Donc on prend en compte tous les choix alimentaires qui peuvent avoir un aspect écologique. C'est quand même très important aujourd'hui, limiter ses déchets alimentaires aussi. Oui. Et puis cette notion de garantir une bonne rémunération pour les petits producteurs. Parce que là où vous mettez votre argent, vous soutenez une filière. Donc si vous achetez des légumes à votre maraîcher du coin, vous lui permettez de se développer. Si vous les achetez dans un grand centre commercial dont vous connaissez le nom, vous permettez à cette filière de se perpétuer. Ouais. Donc voilà, vous êtes maître de votre portefeuille. Voilà, bon, vous êtes là. Alors une autre question, c'est l'alcool, quel est le plus diététique? Non, alors l'alcool, il y a des recommandations faites par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On dit que on parle de quantité d'alcool qu'un homme ou une femme peut avoir par jour, mais par exemple pour donner un exemple avec le vin, par exemple chez un homme ça peut être 2 à 3 verres de vin rouge, bio c'est mieux, et chez la femme ce sera 1 ou 2 verres. Et puis ça après c'est en fonction de différents alcools, mais j'aime bien donner l'exemple du vin rouge parce que ça apporte plein de polyphénols, plein d'antioxydants, c'est bon pour le cœur, il y a plein de vertus à consommer du vin rouge. Avec modération. Avec modération toujours, voilà. Alors on a une deuxième question, Valérie, 2 œufs et une banane le matin, est-ce que c'est bien? C'est très bien, les œufs c'est des protéines de bonne qualité, ça apporte des bonnes matières grasses, ça apporte des vitamines, des minéraux et surtout une bonne satiété. Pareil pour la banane, ça apporte des sucres lents, des vitamines, des minéraux. Donc potassium. Moi je trouve que c'est bien important, c'est bien. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit filet d'huile d'olive ou d'huile de colza ou d'huile de noix, voilà, de mettre une bonne matière grasse dessus. Les œufs sont un très bon aliment, riche en tout ce que Christopher a dit. C'est aussi facile à cuisiner, c'est à portée de tout le monde, c'est aussi un aliment bon marché qu'on trouve tout le long de l'année, donc n'hésitez pas. Je vais donner une petite mention, je me permets, pour les œufs. Il y a différentes qualités d'œufs. Forcément, si vous pouvez les avoir bio, c'est mieux, mais il y a un code que vous pourrez savoir. En fait, vous regardez sur l'œuf, vous avez soit écrit un 0, soit 1, soit 2, soit 3. Voilà. Il faut privilégier le 0. Pourquoi? Parce que c'est des poules qui ont été élevées en plein air. Ce sont des poules qui ont vu la lumière du jour. Ce sont des poules qui ont eu des bonnes graines à manger, qui ont quand même vécu dans des bonnes conditions. Quand vous vous rapprochez de 1, 2, 3, vous vous rapprochez vers des poules qui ne voient jamais la lumière du jour et qui sont enfermées dans des cages. Donc il y a une éthique qui n'est pas vraiment respectée de ce côté-là. Donc privilégiez les codes 0. Voilà, pour rester bref. Il y a une petite question de Anne. Merci pour ces infos sur l'équilibre alimentaire. Mon nutritionniste me recommande les mêmes choses. Bon, en fait, c'était pas une question, c'est une affirmation. Très bien, merci Anne. Bon, donnez-moi son nom, son prénom. On aura plein de choses à s'échanger, j'en suis sûr. Ici, on me demande la différence entre les légumineuses et les féculents. En fait, les légumineuses sont des féculents. Voilà, les légumineuses font partie de la famille des féculents, au même titre que les pâtes, le riz, voilà. Mais les légumineuses, pour ceux qui ne savent pas, semoule, lentilles, pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, haricots azuki, voilà, il y en a plein. C'est des légumineuses et ce sont des féculents aussi.
Est-ce que ça peut donc remplacer des pâtes, du riz, des pommes de terre dans un repas Tout à fait, tout à fait. En fait, on recommande de manger des légumineuses 1 à 2 fois par semaine. Et si vous avez une alimentation qui tend vers une alimentation végétale comme moi, qui prône plus vers le végétarisme, le fait en tout cas de réduire les produits animaux, pas forcément de les supprimer dans un premier temps, vous faites des complémentations végétariennes et on parle de céréales légumineuses. Et donc je donne des exemples: riz, lentilles, c'est très connu, semoule, pois chiches, c'est très connu, ou la tortillas de maïs avec une purée de haricots rouges. Voilà, et là vous avez un repas végétarien qui va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Pas besoin de protéines animales. Alors il y a une question de gens sur cuisson vapeur ou cuisson cocotte minute. Mieux, quel est le mieux? C'est au même titre, comme je répète souvent, varier. Donc pareil, les modes de cuisson, vous pouvez les varier aussi. La vapeur, c'est génial. Voilà, c'est pour moi vapeur douce, hein, c'est le mode de cuisson que je préfère, puisque on préserve les nutriments quand même des aliments. C'est quand même intéressant. Et la cocotte minute, ça prend plus de temps. Enfin non, après ça dépend ce que vous cuisinez dedans. Mais je suis moins familier avec la cocotte minute. C'était plus ma maman. Ça dépend des générations. Ouais, c'est ça. Et une question, pain de mie ou pain complet? Genre, quelle question? Complet, hein? Ouais, je pense que vous avez la réponse. C'est mieux. Voilà, ouais, c'est mieux. Le pain de mie, c'est du sucre, voilà. C'est farine blanche, c'est à éviter un maximum. Et puis pour le pain, voilà, aujourd'hui je pense que c'est quand même bien développé maintenant. On a de plus en plus de boulangeries qui font des pains bio, avec des farines bio, avec des farines de blé ancien, du petit épeautre, du grand épeautre. Voilà, parce que le blé, c'est quand même un aliment qui a été très transformé aussi. Donc n'hésitez pas à privilégier une bonne qualité de pain. C'est quand même dans notre identité française, manger du bon pain, du bon vin. Et du bon fromage, de bonne qualité, voilà. Alors, je rebondis sur le pain, on entend souvent le pain fait grossir. Oui, c'est vrai qu'on l'avait écrit ça tout à l'heure. On ne peut pas dire d'un aliment qu'il fait grossir, puisque c'est la quantité qui fait grossir. Le pain, forcément, si vous choisissez un pain blanc ou un pain complet, c'est pas le même effet. Donc, c'est la quantité de pain qui peut faire grossir, et c'est la qualité du pain que vous allez choisir qui pourra avoir plus d'effet justement sur votre poids ou autre. Donc, le pain, c'est complet, des pains aux graines. Des pains avec des farines anciennes, voilà, il faut varier.